Notre prochain conférencier est Bertrand Gervais, directeur de Figura et du NT2, auteur d'essais sur l'imaginaire et ses manifestations et sur la lecture et la littérature américaine. Il a aussi publié des romans et des récits et son exposé « L'art flip, un dadaïsme imaginaire ». Merci. En fait, j'ai demandé à Olivier d'intervertir nos places simplement parce que je n'ai pas de texte écrit et je me suis dit que je me ferais plaisir et que je vous parlerais d'une petite expérience que j'ai menée depuis 2005 en publiant une série de 3 livres. Et en fait, je ne suis pas un spécialiste de l'avant-garde et je ne pensais pas intervenir dans le colloque jusqu'à ce que Silvano me dise « Mais pourquoi tu ne parles pas de l'art flip, qui était la forme d'avant-garde et d'art dadaïste que j'avais inventé dans le cadre d'un roman qui s'intitulait « Le maître du château rouge ». Alors, j'ai vraiment saisi la balle au bon et j'ai décidé donc de vous présenter cette forme d'art dada qui est dans le cadre du maître du château rouge. Donc, c'est une trilogie, les livres circulent. Je vous ai aussi remis le manifeste d'art flip, qui devrait arriver jusqu'à toi incessamment, sinon j'en ai un ici. De même que des feuilles qui décrivent en fait le traité de physique des particules imaginaires de Harvey Radhani, un célèbre physicien. En fait, aujourd'hui, Silvano donnait la distinction entre une avant-garde historique et une néo-avant-garde. Et là, j'ai le goût de vous dire, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est une avant-garde fictionnelle, c'est-à-dire de recréer les conditions historiques pour permettre l'apparition d'une avant-garde. Donc, le deuxième bouquin de la trilogie me permettait cela et c'est ce que j'ai fait. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, je vous ai donné un peu le plan de ma présentation. L'art flip, pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'action révolutionnaire tactique du Front de libération de l'île des Pas-Perdus. Donc, art flip, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est un art contestataire en opposition à la FSA. La FSA étant la fondation Saül-Adé. Saül-Adé étant un célèbre architecte de l'île, mais je vous expliquerai un peu plus en détail la situation. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est peut-être vous donner l'origine de l'île des Pas-Perdus, île sur laquelle apparaît l'art flip, le contexte d'apparition du dit art flip, lié entre autres au traité de physique des particules imaginaires de Harvey Radhani. Ensuite, nous regarderons le manifeste pour un art flip et certaines manifestations de l'art flip. Oui, il faut dire non. Alors, l'art flip apparaît en fait dans le deuxième tome d'une trilogie, qui est la trilogie de l'île des Pas-Perdus, qui est pour moi un conte philosophique. Ce conte philosophique met en scène une jeune fille, Caroline. Elle a 10 ans dans le premier, l'île des Pas-Perdus, 14 ans dans le deuxième, dans le maître du Château Rouge. Et si vous y reconnaissez un clin d'œil à The Man of the High Castle de Philippe Cadic, vous ne soyez pas surpris, c'est bel et bien un clin d'œil. Et ça se termine avec la mort de J.R. Berger, Caroline étant la fille de l'écrivain Berger. Donc ça se termine avec la mort de Berger, mais on ne parlera pas vraiment du troisième tome de la trilogie. Tout commence donc sur l'île des Pas-Perdus. Alors, pour vous donner en fait vraiment le résumé le plus succinct possible de ce premier tome, à la suite de la mort de sa femme, un écrivain, donc Berger, rédige un récit de voyage imaginaire, l'île des Pas-Perdus, où, à la manière de Thomas More, il décrit une société utopique et surtout les réalisations architecturales d'un artiste, Saül-Adé, un architecte. Cette fuite dans l'imaginaire lui permet d'oublier la mort de sa conjointe. Donc, c'est le point de départ. Donc, en fait, il y a, si jamais vous lisez la trilogie, il y a 2 îles, l'île de Montréal, où on peut aussi se perdre, et bien sûr, cette autre île qui est l'île des Pas-Perdus. Alors, voici la carte de l'île des Pas-Perdus, inspirée, en fait, d'une carte dessinée en 1608 par Samuel de Champlain. En fait, c'est la Guadeloupe, réinterprétée à la lumière de l'île des Pas-Perdus. Vous allez voir, la carte va revenir sous une autre forme par la suite. Donc, je vous dis que dans le roman, on trouve en fait un deuxième roman qui est L'île des Pas-Perdus de J.R. Berger. Donc, dans L'île des Pas-Perdus de Bertrand Gervais, il y a un deuxième livre, donc un livre dans le livre, on peut le trouver, livre qui, donc à la manière de Thomas More, apparaît comme étant une utopie, c'est-à-dire qu'un récit de voyage imaginaire dans une île qui elle-même, bien sûr, est extraordinaire, elle est idéale, elle est, bien sûr, tout à fait utopique.
Entre le premier tome et le deuxième tome, l'utopie deviendra une dystopie, et c'est dans le cadre de cette dystopie qu'apparaîtra bien sûr cette forme d'art contestataire qu'est l'art flip. Donc tout à fait traditionnel comme structure. Alors, parmi les splendeurs de l'île des pas perdus, puisqu'on retrouve dans le livre certaines de ces splendeurs, pour vous montrer un peu le rapport, bien sûr, à l'utopie de Moore. Donc, le palais de la Musquette et ses colonnes rouges et blanches, ce qui en noir et blanc donne des résultats tout à fait extraordinaires. Le vol des pensées hirondelles, théorie de la mémoire et de l'oubli qui est très présente dans l'ensemble de la trilogie. Le portique glacial des bénédictions, du Château Rouge, du Mont, des Villages Blancs. Alors, pour recréer l'ensemble de ces lieux, je n'ai pas eu les mêmes problèmes techniques qu'Olivier. Donc, moi, j'ai vraiment Photoshop minimal, mais comme quoi la littérature, parfois, permet des raccourcis beaucoup plus simples à opérer que le cinéma. Pour vous raconter peut-être la partie liée à Caroline de cet art. Donc, c'est le roman. Caroline, la fille donc, de Berger, ne comprend pas que l'île des pas perdus est une île imaginaire. Elle la croit bel et bien réelle. Responsable en partie de la mort de sa mère, elle pense que si elle parvient à retourner sur l'île, elle pourra effacer sa culpabilité. Donc, elle s'enfuit de la maison et entreprend une quête qui doit lui permettre de rejoindre l'île. Malheureusement, elle ne rejoint jamais l'île. Par contre, elle retrouve le livre de son père et finit par comprendre qu'elle a longtemps confondu le réel et l'imaginaire. En fait, la trilogie, pour moi, est un conte philosophique. Le premier tome porte sur les pouvoirs de la littérature, et j'ai même le goût de dire sur l'absence de pouvoir de la littérature en ce moment. Il y avait comme une réflexion sur le rôle de la littérature à l'époque contemporaine. Si ça m'intéressait de faire un conte philosophique, c'était bel et bien en réaction à cette fictionnalisation minimale que nous connaissons maintenant comme norme, qu'est l'autofiction et le roman réaliste. Donc, j'étais intéressé de reprendre cette tradition du conte philosophique et de mettre en scène une jeune fille qui, bien sûr, parcourt la ville, dans ce cas-ci Montréal, comme s'il s'agissait d'un pays merveilleux, où bien sûr elle aura à faire un certain nombre de découvertes sur elle-même, de même que sur la littérature. Le deuxième tome, lui, portera beaucoup plus sur les pouvoirs de l'imaginaire, sur la capacité que nous avons à imaginer quelque chose. Et le troisième tome, intitulé « La mort de J.R. Berger », bien, lui, évidemment, porte sur les mythes d'origine et de fin du monde. Et pour moi, les trois tomes jouaient sur ces rapports que nous pouvons tisser entre littérature, imaginaire et tout le rapport au mythe, à ces récits fondateurs. Alors, évidemment, quand elle finit par trouver, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un feu, parce que le livre que vous trouvez dans l'île des pas perdus, c'est la version brûlée de l'île des pas perdus de Berger. Donc, quand elle trouve le livre, finalement, c'est dans une librairie, en fait, le Palais des livres, qui a longtemps existé sur la rue McGill à Montréal, palais qui a fermé et dont j'imagine plutôt l'incendie. Et donc le livre brûle. Et évidemment, ça cause un certain problème parce que si le livre de Berger devait permettre à Caroline de rejoindre l'île, le fait qu'il brûle va causer des problèmes extraordinairement importants. Tout de même, dans le deuxième tome de la trilogie, Caroline et son père se retrouvent sur l'île des pas perdus, mais sur une île des pas perdus qui a d'une certaine façon subi les contre-coups de l'incendie au livre du père. Donc, Caroline et son père se retrouvent au tout début du Maître du Château Rouge sur l'île des pas perdus, c'est-à-dire que les deux personnages se retrouvent sur une île qu'ils savent eux-mêmes être explicitement imaginaire. Et la grande question qui est, mais que font-ils là? Comment ont-ils fait pour s'y rendre? Et surtout, parce que là, évidemment, c'est tout à fait paradoxal, et surtout, dès l'instant où ils arrivent sur l'île des pas perdus, cette île a commencé à rapetisser, littéralement. Et en fait, ça sera le début du grand dérèglement. Alors, comment expliquer ce dérèglement? En fait, l'ontologie singulière de l'île des pas perdus peut être expliqué à partir du traité de physique des particules imaginaires du professeur, donc du physicien, Arvi Radhani. Je vous ai donné comme feuille mobile, vous trouverez d'une part le tableau 1 tiré de son traité de physique, qui sont les prolégomènes de la physique des particules imaginaires, et le deuxième tableau qui est en fait l'échelle dite de Radhani, à savoir l'échelle des perturbations imaginaires. Alors je peux vous lire, et lisons ensemble si vous le voulez bien.
les prolégomènes de cette physique des particules imaginaires. Donc, le préalable, tout corps est composé d'une quantité inversement proportionnelle de particules réelles et de particules imaginaires. La loi 1 nous dit que le poids des particules imaginaires est établi par l'application du principe de défamiliarisation et par la mesure de l'écart entre la masse initiale et la masse finale d'un corps soumis à un musement de 12,37 microsecondes. Vous voyez donc l'écart. L'unité minimale des particules imaginaires est le ginari, un ginari qui vaut à 1 sur 1 gramme multiplié par 10 à la 33. Donc, c'est vraiment très, très léger, vous le comprendrez. Une pensée, la plus petite unité de l'imaginaire, pèse 7 ginari, nous dit Harvey. Les ontologies sont déterminées par des ratios préétablis de particules réelles et de particules imaginaires. Le monde dit réel est composé de 99,2%, plus ou moins 0,6% de particules réelles, ce qui lui assure une très grande stabilité. Par contre, un monde devient explicitement imaginaire lorsqu'il est composé de plus de 37,5% de particules imaginaires. Un monde réel est froid, un monde imaginaire est chaud. Plus un monde contient de particules imaginaires, plus il est instable, d'où l'idée d'un grand dérèglement, et on peut calculer l'amplitude des perturbations d'un monde imaginaire à partir de l'échelle dite de Radani, dont je ne vous lirai pas les 5 ou 6 degrés, mais vous les avez donc sur le verso de cette feuille. Évidemment, l'île des pas perdus, en tant que monde imaginaire, est constituée, elle, de 92% de particules imaginaires, ce qui la rend très instable aux perturbations. Le grand dérèglement qu'elle connaît la fait grimper graduellement dans l'échelle de Radani des perturbations imaginaires. Donc, plus le roman avance, en fait, plus, évidemment, le monde est en train de rapetisser, non pas de s'écrouler, mais littéralement de rapetisser. Un des premiers symptômes de ce grand dérèglement, outre bien sûr le rétrécissement de l'île, qui en est la preuve absolue, c'est la transformation de la fondation Sahuladé, qui était à l'origine de la publication de l'île des pas perdus de Berger, fondation qui s'occupait du patrimoine architectural et artistique de Sahuladé. La fondation Sahuladé se transforme en gouvernement autocrate de l'île. La FSA, donc, devient despotique, bureaucratique et monumentale. On le voit très rapidement dans le Maître du Château Rouge, la carte de l'île des pas perdus, d'une carte tout à fait analogique et traditionnelle, devient une carte administrative où là, l'île est transformée en 8 régions, toutes dûment gérées par la FSA, le nouveau gouvernement de l'île. L'apparition, et c'est là qu'on rejoint l'art flip, le symptôme complémentaire de ce grand dérèglement est l'apparition de l'art flip, donc l'action révolutionnaire tactique du Front de libération de l'île des pas perdus. Son secrétaire en est Tewade, ou Toad, connu aussi sous le nom du crapaud, Toad étant bien sûr le crapaud en anglais, qu'on apprendra en fait par la suite être le fils de Sahuladé, l'architecte Tewade. L'art flip, pour moi, est tout à fait un dadaïsme imaginaire qui a été développé en fonction de l'univers singulier de l'île. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idée de développer un dadaïsme fictionnel et imaginaire. Et donc, j'ai recréé une situation de crise, un imaginaire de la fin en fonction duquel, donc, tout à coup, il pourrait y avoir l'apparition d'une forme de dada. Alors, évidemment, comme le mouvement dada, l'art flip possède son manifeste, et c'est ce que je vous ai remis là. On peut en lire, si vous le voulez bien, le troisième acte, où ça dit « Résister, art flip ». Donc, on voit donc le titre de l'action révolutionnaire tactique du Front de libération de l'île des pas perdus, et son code de déontologie. Tout dégoût susceptible de provoquer une contestation de la FSA est art flip. Toute protestation au point de tout son être en une action destructive, art flip. Tout refus d'un compromis commode, art flip. Toute abolition de la logique dans ses interprètes, art flip. Les interprètes étant les policiers de la fondation Sahuladé. Refus de toute hiérarchie instaurée par les valets des présidents de la FSA, art flip. Vous voyez, c'est une contestation totale. Abolition de la mémoire, art flip. Abolition du passé, art flip. Croyance absolue et indiscutable en chaque pensée, produit immédiat de la spontanéité, art flip. Respecter toutes les individualités dans leur folie du moment, sérieuse, craintive, timide, ardente, vigoureuse, décidée, enthousiaste, art flip. Liberté, art flip. Flip, flip. Hurlement, art flip. Contradiction, art flip. Alors, évidemment, il n'était pas pensable de faire un manifeste d'art flip sans faire un collage.
sans reprendre, bien sûr, le manifeste de Tristan Tzara. Donc, ce que vous trouvez, en fait, en rouge là, ce sont les parties, bien sûr, de collage et de reprise du manifeste de Tzara. Donc, tout au long du manifeste d'Art Flip, il y a la reprise, la traduction, la transformation du texte de Tzara. Ça a causé des maux de tête à ma correctrice qui trouvait que Tzara écrivait très mal et qui a cherché vraiment à beaucoup corriger la prose de Tzara. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Je ne lui ai pas dit que, ce faisant, elle commettait vraiment un crime impardonnable. Comme le dadaïsme, l'Art Flip, bien sûr, a organisé des soirées qui avaient lieu, non pas au Café Voltaire, mais au Café de la Craie, et bien sûr, où la forme principale d'art était le collage. Donc, on voit donc d'une part une soirée dada et puis l'annonce de la soirée du jeudi 8h17 précise au Café de la Craie. Donc, même type de reprise vraiment des stratégies dada. Je vous donne un extrait du Maître du Château Rouge, page 74, juste pour vous donner un peu une idée. Sur une scène improvisée près du bar, donc au Café de la Craie, Caroline aperçoit un homme à l'accoutrement étrange. Il porte un couvre-chef en forme de dôme et son habit est une structure cylindrique qui descend jusqu'à ses mollets. Son visage est impassible, son port est altier malgré le poids de son costume et d'un ton empreint d'une certaine noblesse, il déclame un poème sans queue ni tête. Évidemment, ce qu'il fallait reconnaître là, c'est bien sûr Hugo Ball au Cabaret Voltaire. Donc, ce qui se passe au Café de la Craie, c'est simplement une reprise de ce qui pouvait se passer au Café Voltaire. Évidemment, puisque certains des poèmes étaient faits, bien sûr, pour être tout à fait abstraits, alors on trouve dans le roman, à partir de la page 75, un poème que moi je trouve extraordinaire, qui est le poème en meu, qui a été rédigé donc par Taude, et qui commence par « bicarbonate, oui, bicarbonate de soude, hydrogénocarbonate de sodium, azurite, malachite, argonite, smithsonite, là j'aurais pu faire bicarbonate, et donc et continuer bien sûr sur ce que vous pouvez reconnaître, entre autres, avec du Schwitters. Pourquoi poème en meu avec le bicarbonate de soude? C'est presque une blague nord-américaine. Hein, le cow brand, qui est la forme traditionnelle du bicarbonate de soude en Amérique du Nord. D'où le poème en meu. Bon, je m'amusais, en fait, on s'amuse comme on peut en littérature. Alors, c'est vous dire, donc, se trouve tout au long du Maître du Château Rouge, donc, des reprises, des collages à manière bien sûr, un peu de plagiat. Mais l'Art Flip n'est pas qu'une citation, une reprise d'éléments dadaïstes. J'ai voulu quand même me rendre un peu plus loin. Il est aussi une expression de l'esprit dada. Et pour moi, il a vu à la production d'iconotextes multiples. Des collages, ce que moi j'ai appelé des mots de rue, des citations iconiques, vous le verrez, de même que des figures de livres. Ce qui est important pour moi dans ce cadre-là n'était pas de faire du high-tech, mais bel et bien ce que j'ai appelé du low-tech, donc du low-tech dans du high-tech, parce que tout était renumérisé et travaillé, mais l'idée étant, bien sûr, de reprendre des états artistiques, bien sûr, du début du 20e siècle, donc collage, des trucs simples, des dessins, du noir et blanc. Alors, les collages, bon, j'en ai quelques-uns, j'en ai simplement donné un autre, un cadeau puis l'Apocalypse, plus effrayant si on le lit, Art Flip, avec derrière, on reconnaît peut-être Derrida, c'est ma façon de m'amuser. Théo Adé, bien sûr, pratiquait ce que lui appelait des mots de rue, donc une forme de poésie urbaine. Alors, ce sont des cartes du plan de Paris, dans l'essentiel de Paris, déblanchies, un peu à la manière de Robert Racine, un artiste québécois, qui pendant une dizaine d'années a déblanchi le dictionnaire pour en faire, en fait, des pages tout à fait extraordinaires. Alors, moi, je me suis limité simplement à effacer le nom des rues et à transcrire les poèmes de Théo Adé sur ces plans, bien sûr, vidés de leur désignation, de leur rue. Donc, il y en a un qui est Édable de moi, Édable étant le nom d'une des villes sur l'île des Pas-Perdus. Même chose pour le vieux Faram. Donc, encore une fois, même procédé. Troisième. Alors, les trois que je vous ai donnés ici se retrouvent dans le roman. Donc, Branda et ses sirènes, Branda étant un port sur la partie nord-est de l'île. Autre jeu de citation, alors tout au long du roman, on trouve des dessins que je voulais volontairement, gauche.
façon de dire à la fois l'état de précarité dans lequel se trouvait mon personnage, donc Téwadé, et en même temps ce rapport un peu rapide. On est dans une situation de crise, l'île est sur le point de s'écraser sur elle-même et de se rétrécir, donc il dessine rapidement. Ce qui m'intéressait là, c'était de reprendre en fait les dessins d'un dessinateur américain mort en 2005, qui est Edward Gorey. Il y en a peut-être qui le connaissent ici, qui a travaillé, en fait, qui a vécu entre 60 et 65 ans, qui était scénographe, qui a fait énormément de contes. On retrouve l'ensemble de ses livres d'artistes sous le titre collectif de Amphigory, donc l'Amphigorique, donc Amphigorique 1, Amphigorique Also, et ainsi de suite. Alors, juste pour vous montrer un peu le type de citation à laquelle je me suis adonné. Donc, à gauche, le dessin de Gorey, à droite, le dessin de Téwadé. Donc là, en fait, je vous donne un peu quelques exemples de ce que fait Edward Gorey pour vous dire qu'il existe bel et bien et que ce sont de véritables citations. On trouve au début du maître du Château Rouge ce dessin qui rend compte de l'arrivée, en fait, de Caroline et de Téwadé au maître au Château Rouge, qui est la reprise d'un des dessins de Gorey. On voyait bien sûr que Gorey est de loin un dessinateur supérieur au pauvre Téwadé, mais bon, on fait ce qu'on peut. Même chose, The Red Herring, c'est simplement un poisson comme ça qui se balade, devient ce livre qui se déplace et qu'une sombre pensée traverse la salle des pas perdus. De même que l'entrée d'un des personnages, l'entrée de Bernthe au Château Rouge, qui est la reprise de l'entrée, semble-t-il, du président Nixon dans The West Wing, qui est un des livres les plus célèbres de Gorey. Dernière forme d'art à laquelle je me suis adonné, et ça c'est un projet qui se continue, c'est ce que moi j'appelle des figures de livres. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de Téwadé. Donc une fois le roman terminé, j'ai voulu quand même continuer à m'amuser avec ce rapport iconique au texte. Et donc je m'amuse un peu aussi à la Robert Racine, donc à enluminer, à m'amuser avec des pages couvertures de vieux livres. Donc là j'avais trouvé le clapis d'un dénommé Marshall. Bon là j'ai transformé un peu son nom, ça devient Sparrow. Donc c'est le clapis. Et ça devient le canard-lapin. Vous connaissez bien sûr le jeu de Wittgenstein sur le canard-lapin. Donc, c'est un peu un rapport. Ce livre-là m'a été inspiré lors des révélations récentes sur l'Église catholique et son comportement vraiment totalement dégueulasse dans les années 70, 50, 60, 70, 80, 90. Mais on continue. Donc, le jardin des bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages partout. Le bourreau, en fait, de Lagerkvist, qui est un prix Nobel de littérature. Je trouvais que aussi il y avait une reprise du bourreau. Et puis le dernier, en fait, Les gens déraisonnables sont en voie de disparition de Peter Handke, donc dans une version un peu améliorée de la page couverture d'un roman que j'aime bien par ailleurs. Alors, donc voilà à peu près ce que j'ai voulu faire dans le cadre de cette trilogie, donc de ce conte philosophique en 3 tomes, et surtout du tome central, donc le Maître du Château Rouge. Un art, un dada, alors là, un dada tout à fait ancré dans un monde imaginaire qui connaît donc qui est en pleine crise, et pour lequel, bien sûr, cet art contestataire et en opposition est tout à fait indiqué. Alors voilà. Merci. Merci Bertrand. Commentaires, interventions, questions? Non, mais c'est pas surprenant. Alors, vous aurez compris, en fait, que pour la fin du colloque, je voulais non pas un discours critique, mais plutôt un discours plutôt participatif sur une forme d'art inventée de toutes pièces. Henri Bert, puisque vous voulez une question, moi je voudrais savoir où est la contrainte. Quelle contrainte vous vous êtes donnée pour écrire cette trilogie? Simplement, même ne serait-ce que l'idée d'écrire 3 livres.
par exemple, c'est une contrainte. Alors, je ne fais pas mon Caroline Lebrecq, mais il me semble, en vous écoutant, je ne sais pas si c'est un écho, comme ça, une attention un peu flottante, mais j'ai eu de Bernardo Schiavetta, il se trouve que j'ai ça sur mon ordinateur, un roman, et en vous écoutant, je ne dis pas du tout que c'est pareil, il n'y a pas du tout, mais j'ai perçu des échos en permanence, avec cette petite différence, c'est que pour Schiavetta, la contrainte était explicite. Il nous l'a donnée avant de nous raconter l'histoire. Mais j'ai perçu là quelque chose, et c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Ouais, merci pour cette question. Oui, j'écris à partir de contraintes, mais non, je ne révèle pas mes contraintes. Comparativement à un copain à moi qui est Jean-François Chassé, qui lui révèle ses contraintes dans ses romans, moi j'ai tendance à les garder en fait un peu pour moi, mais la plupart de mes romans fonctionnent à partir d'un certain nombre de contraintes. Ceci dit, le projet de l'île des pas perdus vient quand même d'une réflexion sur le manque d'imagination de notre époque. Et je trouvais que la littérature contemporaine vraiment ronronne. Et tout... Alors, c'est vraiment c'est le réalisme, ce sont les conventions du réalisme qui s'imposent. Bon, quand elles prennent la forme du roman policier ou du polar, c'est bien, mais si on voit le gros de la littérature, alors ou bien on est dans un réalisme de bon ton, comme si tout le 20e siècle était disparu et qu'on était resté avec des conventions de la fin du 19e, mais en disant ça, je cite E.L. Doctorow, un écrivain américain, ou encore je pourrais aussi citer Robert Coover, ou alors on est tout à fait dans l'autofiction. Moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait de reprendre cette question-là à l'envers et de projeter un monde complexe et de le projeter sur le mode du conte philosophique, donc d'avoir 3 romans ou en fait une trilogie qui non seulement, en fait, qui met en scène le dessin de la littérature. Sur le mode, bien sûr, enfantin d'une jeune fille de 10 ans qui a perdu ses pouces et qui part à la recherche de ses pouces. Et qui finit par trouver je ne vais pas parler d'Éric Lin, qui est un des personnages centraux des trois romans, qui, lui, en fait, est le titulaire d'une chaire de recherche en littérature transgénique. Alors, il appert qu'écoutant la télévision un jour, il s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des gènes du saumon dans la tomate pour lui permettre de résister au froid. Et il s'est dit, mais si je mettais des gènes d'Edgar Allan Poe dans un roman de Balzac pour le rendre un peu plus mystérieux, ou alors des gènes de ceci dans cela, et il essaie comme ça d'inventer une littérature à la carte qui va plaire instantanément, bien sûr, au lecteur, parce que le lecteur viendra avec sa commande, et Éric Lin pense pouvoir, bien sûr, répondre à la commande. Bien sûr, c'est lui qui détruit la littérature, ce faisant, c'est lui qui est responsable du rétrécissement de l'île des pas perdus, bon, et ainsi de suite. Alors, il y avait pour moi l'objectif de faire une série de romans qui à la fois raconte quelque chose, donc c'est vraiment une narration, et qui en même temps réfléchit sur le dessin de la littérature à notre époque, sur son incapacité à répondre d'une certaine façon aux besoins sociaux actuels, et puis de jouer sur le rapport à l'imaginaire, qu'est-ce qui fait que tout à coup une île imaginaire se rétrécirait, et aussi sur les mythes d'origine et de fin du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'impression que le monde est sur le point de se terminer, mais que se passe-t-il, comment le régénère-t-on? Donc, dans ce cas-ci, la contrainte, elle était derrière, mais il y a d'autres sous-contraintes. Pour répondre à votre question. Oui, Catherine. Caroline Lebrecq, est-ce que vous pouvez revenir sur, je crois que c'est la première image que vous avez montrée quand vous expliquez l'histoire. Oui, la toute première, vous voulez? Oui, je crois. Attends, là, je vais passer. Celle-ci? Alors peut-être après. Vous expliquez l'histoire. Oui. Non? Oui. Okay. Donc, à quel moment apparaît ce texte-là? Est-ce que c'est un texte de votre présentation ou est-ce que c'est un texte qui est dans le livre? Ce texte-ci, non, moi j'ai écrit ça simplement pour faire le résumé du premier roman. Là. Donc ça n'apparaît pas, bien sûr, dans le texte. OK. Quand même. Parce que, par rapport à la contrainte, quand vous dites que vous ne les donnez pas dans le texte, je me souvenais de ce petit texte-là, et pour moi, tout est là au niveau de la contrainte, et que je verrais symbolisé dans cette histoire du rétrécissement. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? On a déjà parlé
Du rétrécissement de... Non. Déjà parlé de la création et le fait d'être auteur et de pouvoir laisser exprimer son imaginaire, tout ça. Et donc je voudrais, si vous pouvez parler un peu plus de ce leitmotiv du rétrécissement. En fait, il apparaît surtout dans le deuxième roman, donc dans le deuxième tome de la trilogie. Il est clair pour moi que l'idée du rétrécissement était liée, bon, d'une part, au rapport dysphorique tout à coup qui s'installe à même l'île, mais pour moi, le rétrécissement, c'est un symptôme apparent et tout simple et qui se comprend aisément d'un mécanisme de durcissement de l'imagination. La FSA devient une espèce d'immense transforme l'île en musée. Et dès l'instant où il y a une muséification de l'art, eh bien, nous ne sommes plus face à un art qui est vivant, mais bel et bien, en fait, à un art mort. À partir du moment où la toile est exposée dans un musée, bien sûr, elle n'est plus dans les mains de l'artiste, elle est devenue de l'institution. Et pour moi, le rétrécissement, il était, entre autres, une façon de parler de l'institutionnalisation de la littérature, de l'institutionnalisation de l'art, et ce faisant, d'un déplacement. Tantôt, avec Olivier, on parlait de la sphère économique, donc du déplacement, en fait, d'une pratique artistique depuis la pratique elle-même jusqu'à l'institutionnalisation de ces pratiques-là sous forme, bien sûr, sédimentée. Alors pour moi, je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour moi, le rétrécissement, il est lié à la fois à... C'est une façon de parler, évidemment, des formes plutôt conventionnelles du récit contemporain et en même temps d'une situation de crise où il y a durcissement. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, ceci dit. Parce que par rapport à la contrainte, là, je ne vois pas... Justement, quand vous avez montré les deux cartes, voilà, celle-ci, la première... ancienne, voilà, et l'autre. Donc je suis très fière de mes deux cartes. Oui, elles sont très belles et très, très différentes. À quel moment de la trilogie ces deux cartes apparaissent? Parce que vous parlez de rétrécissement, il y a deux cartes, elles ont la même... L'île représentée sur ces deux cartes ont les mêmes dimensions. Oh, oui, c'est la même île. Donc elle ne se rétrécit pas dans ces deux cartes-là. Donc à quel moment du récit est-ce qu'elles apparaissent? Ah, mais l'île n'est pas perdue dans sa version administrative très, justement, durcie, apparaît au tout début du roman. Donc, au moment où on ne sait pas encore que l'île a commencé à se rétrécir et va finir par, en fait, par imploser totalement. Je me suis beaucoup amusé parce que les 8 catégories, les 8 régions administratives, bien sûr, sont des anagrammes des régions administratives du Québec. Et il y avait aussi pour moi, dans ce rapport-là, à l'île des Pas-Perdus, une espèce de commentaire aussi sur un pays impossible. Il y avait une lecture qui avait été faite que j'avais même suggéré de lire dans l'île des Pas-Perdus et son rétrécissement et l'impossibilité, en fait, qu'il y ait un véritable pays, comme une isotopie nationaliste québécoise. Évidemment, c'est un cas où ce pays-là n'existera jamais et en fait, il est en train de se sédimenter, il est en train de se durcir et évidemment de se rétrécir. Là, il y avait véritablement une métaphore présente du nationalisme québécois. C'est triste, là, mais bon. Mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Oui. Mariana Konecheva, ma question vient je l'avoue tout de suite, de ma méconnaissance de la littérature canadienne, à la différence de Petr Kiloušek, co-directeur de ma thèse, que vous connaissez très bien. J'aimerais donc tout de même demander quelle a été la réception de cette trilogie. La chose m'intrigue d'autant plus que vous nous avez éclairé tout à l'heure sur certaines, peut-être pas contraintes, mais plutôt des motifs qui vous ont amené à écrire cette histoire, dont l'absence ou le rétrécissement de l'imaginaire dans la société contemporaine, ce qui résonne notamment avec le sujet de ce colloque. Merci. En fait, j'ai le goût de vous dire... Et puis, deuxième question, pardon, est-ce que ça a été traduit? Non, ça n'a pas été traduit en tchèque, malheureusement. Non, ça va. En fait, je vous dirais que je n'ai pas été... À la fois, j'ai pas été très surpris par la réception, qui a été à la fois très bonne, mais en même temps, ça ne correspond tellement pas aux formes littéraires populaires actuellement
que la réaction a été quand même assez réduite, disons-le comme ça, simplement parce que, écoutez, ne serait-ce que le premier livre, comme il y a un livre dans le livre, certains critiques m'ont dit « mais c'est bien trop compliqué, il y a un livre dans le livre ». Là, des fois, tu as le goût de te frapper la tête contre un mur tellement la réaction des critiques est je ne dirai rien. C'est quoi? Censurons immédiatement. Donc, comme il y avait un livre dans le livre, ça paraissait beaucoup trop complexe. Et donc là, les gens avaient de la difficulté à s'y repérer entre la première strate, qui est la strate du récit sur l'île de Montréal, et la deuxième, qui est le récit utopique. Mais sinon, en fait, la réaction, je pense qu'elle a été plutôt, comment dire, à l'image de la fascination actuelle pour l'autofiction, pour les formes de l'authentique et les formes banalisées du récit. Alors, comme ça ne disait pas « je mets mes tripes sur la table », comme ça ne disait pas « je vous parle de quelqu'un d'important pour notre société », ça c'est resté là où ça devait rester, dans les bibliothèques universitaires. Pardon? Alors ça, je ne sais pas, peut-être, aucune idée. Moi, je me contente de les écrire et puis t'en parler une fois de temps en temps. André Oberhuber, donc je voudrais peut-être un petit peu revenir aussi sur le travail que Olivier nous a présenté tout à l'heure, parce qu'il est assez significatif que tous les deux, vous faites en fait un grand travail citationnel, l'un dans le cinéma, l'autre en littérature, même en 3 tomes. Donc je me demande si, puisqu'on est en train de réfléchir, donc de terminer notre réflexion sur l'avenir de son histoire, de l'avant-garde, si vous situez du côté de la nostalgie ou de la mélancolie, parce que vous faites tous les deux quand même. Et Olivier, je te cite, tu as parlé d'un épuisement de l'avant-garde. Est-ce que c'est pas une autre façon, donc vous par l'humour et toi par tout un travail vraiment de citation, du fil noir, etc., de faire revivre les avant-gardes ou certaines pratiques avant-gardistes surtout? Olivier, veux-tu commencer à répondre? Juste une chose, j'ai parlé d'un épuisement des utopies de l'avant-garde, donc des discours politiques qui peuvent l'accompagner, tout simplement parce que, par contre, comme je l'ai dit, les opérations, les œuvres appellent à être réutilisées à d'autres fins, et c'est un réservoir infini d'une grande actualité, d'une grande richesse. Donc c'est pas un problème politique. Et moi, je reprendrai exactement ce que tu as dit tantôt, qui est, pour moi, il n'y a ni nostalgie. Il n'y a pas nostalgie, il y a d'abord et avant tout l'utilisation d'une palette de stratégies littéraires ou de stratégies cinématographiques. Moi, j'avais adoré ton film que j'avais vu et qui m'a vraiment tout à fait emballé, entre autres pour tout le rapport à la citation et ta capacité, la capacité que tu as eue d'intégrer cette citation-là dans un film qui se donnait comme film et non pas comme simple citation. Et pour moi, il y avait là quelque chose de très fort comme proposition. Et l'idée, c'est simplement, bel et bien, non pas de se servir de ce qui, dans les avant-gardes, était producteur, de nouveau, était producteur de formes artistiques fortes. Et je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit régulièrement ici, et de se servir de toutes ces stratégies, de ce matériau-là, de cette façon de faire, et de ce rapport au texte ou encore à l'image pour exploiter autre chose que les formes conventionnelles extraordinairement répétitives que nous connaissons. Et pour moi, donc, c'est à ma façon, avec des instruments qui sont ceux de la littérature, c'est une façon de jouer avec ce qui, soit du côté de l'avant-garde, du dada, ou alors lié au mythe, permet de réfléchir sur... en fait, de mettre en scène, en fait, de raconter une histoire qui nous parle, mais qui ne parle pas simplement du quotidien. Voilà. Donc, merci à Bertrand pour son intervention.